Bonjour les amis, buongiorno, soyez les bienvenus dans Starter pour parler d'un nouveau Grand Prix de Formule 1. Et oui, on commence à les accumuler au fur et à mesure, mais pour l'instant c'est un petit peu calme, vous allez voir qu'après en deuxième partie de saison ça va aller très vite. En attendant, on va parler de ce quatrième rendez-vous de la saison, le Grand Prix d'Émilie-Romagne. On va pas faire le nom complet, sur le circuit d'Imola qu'on a connu de 1980 jusqu'en 2006 et qui a fait son retour en 2020. C'est la troisième édition de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, 4 km 909 pour le circuit d'Imola, 63 tours. Et c'est surtout le premier Grand Prix européen de la saison. Alors ça va pas nous rajeunir pour certains, pour ceux qui ont connu Barcelone ou Bakou ou la Russie pour soi-disant le premier Grand Prix européen. Mais il faut savoir qu'à une époque c'était vraiment Imola qui ouvrait la saison européenne. Donc c'est un peu resté dans les mémoires, c'était surtout pour le Grand Prix de Saint-Marin que de bons souvenirs, plus ou moins bons malheureusement. Faut dire qu'Imola a laissé une trace qui est vraiment gravée dans le marbre dans l'histoire de la Formule 1. On se souvient de ce circuit, de ces grands prix pour de très bonnes ou de très mauvaises raisons. Mais c'est toujours un plaisir de revoir ce circuit qui est quand même historique, qui porte le nom de Enzo et Dino Ferrari, le père et le fils. D'ailleurs, pour l'histoire, le circuit s'appelait circuit Dino Ferrari. C'est à la mort du commentateur Enzo Ferrari qu'on a rajouté le prénom. Vous inquiétez pas, je vais enchaîner, je cherche mes lignes, donc voilà, c'est le premier Grand Prix européen de la saison, donc ça nous met un coup de vue. Moi j'ai connu l'ouverture européenne à Imola, 2005-2006. Bon, 2005, très bon Grand Prix, 2006, moyen. Si, au premier tour avec le tonneau d'Albers, moins bien par contre, ça c'est... Mais c'est aussi le premier week-end d'un Grand Prix avec la course sprint. Et oui, le sprint est de retour, inauguration dans cette saison 2022, la première des 3 courses dans ce format. Normalement, on devait en avoir 6, mais les équipes ont été un petit peu réticentes à ce sujet. Pour rappel, on n'a même pas failli avoir le format sprint. C'est pas passé loin, dommage. Donc, le format sprint qui revient avec un format qui a un petit peu, pas du tout, évolué. Ça, on va l'évoquer. Et donc, on verra ce que ça va donner sur ce tracé d'Imola. Si vous n'avez pas vu la course, vous n'avez rien loupé, heureusement. Et surtout, on arrive donc dans ce quatrième rendez-vous, je le répète, vous avez l'habitude, on fait que se répéter ici. Ce quatrième rendez-vous où Ferrari et Charles Leclerc arrivent en force, déjà avec 2 victoires à Bahreïn et en Australie, et une victoire face à Max Verstappen et Red Bull. Mais c'est surtout Red Bull qui a souffert de ce début de saison entre problèmes de fiabilité du moteur. Techniquement, c'est Red Bull, Honda. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours Honda qui s'occupe du moteur Red Bull, qui s'appelle Red Bull. Bref, c'est un carnage. Enfin, Red Bull n'était pas très bien récompensé de ses efforts sur ses 3 premières courses. Et donc, Ferrari en a profité et a pris une petite avance, un petit matelas. Mais on va voir que ça a changé la donne. D'ailleurs, je vous propose de passer au premier chapitre de ce Grand Prix. C'est les qualifications qui ont eu lieu le vendredi après-midi. Et oui, c'est le format du sprint qui veut ça. On commence maintenant. Les qualifications qui étaient bien mouvementées, voici les résultats avec la nouvelle pole position de Max Verstappen, la première dans cette saison 2022. Il devance dans la séance Charles Leclerc devant Lando Norris et Kevin Magnussen. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oui, il est 4ème, Magnussen, devant Fernando Alonso, suivi de Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Valtteri Bottas, encore en action de qualification avec l'Alfa Romeo, devant Sebastian Vettel, il est là, lui aussi, et Carlos Sainz, vous voyez, il n'a pas de chrono, Sainz, on va en parler. En deuxième partie de séance, faites pas attention aux écarts, et c'est carrément hors sujet, 11e temps pour George Russell devant Mick Schumacher, suivi par Lewis Hamilton, pareil, on va l'évoquer, qui devance Guan Yu Zhou, Lance Stroll 15e devant Yuki Tsunoda et Pierre Gasly, Nicolas Latifi 18e chrono devant Esteban Ocon, on va l'évoquer également,
et Alex Albon termine la marche. Et ouais, on peut le dire, on a une séance de qualification qui a été vraiment animée, qui a duré presque 2 heures. Bon, déjà, parce qu'on a une météo assez contraignante dedans. Bon, un coup c'était sec, un coup c'était humide, et un coup c'était complètement humide, hein. Et surtout, cette qualification a été bien perturbée avec les neutralisations. On en a eu 5. La plupart, c'était des sorties de piste, hein, surtout à Aqua Minerale, hein. Tout le monde a voulu jouer au bac à gravier, hein. Bon, il y en a qui est resté planté pour de bon, hein. Mais bon, ça arrive. Mais surtout, dans ces neutralisations, la première qui a été vraiment remarquée, bah, c'est celle d'Alexander Albon avec sa Williams. Alors, c'est un problème qu'il a connu qui est assez rare. De mémoire, j'ai jamais vu ça. Enfin, j'ai jamais vu ça. Si, ça peut arriver. Il a eu le disque de frein qui a explosé. Mais quand je vous dis explosé, ça a vraiment pété, hein. Ça a commencé d'abord par un incendie sur le demi-train arrière droite de la Williams, hein. Alors, est-ce qu'il a eu un problème avec le système de récupération d'énergie qui est sur le train arrière de la Williams? Est-ce que ça a bloqué l'étrier, que ça a commencé à mettre le feu au demi-train? Enfin, quoi qu'il en soit, l'explosion du disque de tout l'ensemble a causé pas mal de dégâts. On a eu quelques morceaux sur la piste, hein, quelques morceaux de carbone. Il y a aussi du fibre, tout ça. Ah ouais, non, mais c'était assez impressionnant ce qui est arrivé à Albon. Bon, heureusement, ça a été une explosion assez compressée grâce à la jante, mais bon, ça a quand même fait du dégât. Et puis, c'est pas tous les jours où on peut voir ça. Donc, d'habitude, des problèmes de frein. En plus, les problèmes de frein à Imola, bien sûr, c'est connu. Mais alors là, bonjour la surchauffe, hein. Et sinon, oui, on a eu d'autres événements en piste, avec des sorties de piste, comme je vous le disais, à Aqua Minerale, ou même pour Valtteri Bottas. Ça, je vais revenir après, parce que Bottas, il a un petit peu animé ce week-end pour Alfa Romeo. On verra ça. Mais sinon, dans l'ensemble des qualifications, il y a eu beaucoup de déceptions, mais à beaucoup de niveaux. Très honnêtement, je ne sais pas comment on peut le qualifier. Alors déjà, on va commencer par Mercedes. Alpha Tauri, bloqué carrément en Q1. Ça, c'est inédit. La voiture, elle fonctionnait très bien. Je ne dis pas qu'elle aurait pu faire la Q3. D'ailleurs, je pense pas qu'elle soit à ce niveau-là, hein, d'aller faire la Q3 pour Imola. Mais Gasly et Tsunoda ont été complètement piégés par le chrono dans la première partie de qualification, avec une piste qui n'arrêtait pas de s'améliorer, avec une voiture où les pilotes n'ont peut-être pas réussi à mettre en marche correctement leurs pneus. Enfin, ils ont pourtant fait un chrono. Il restait 4 minutes de séance de mémoire quand ils ont fait leur chrono. Ils sont rentrés au box. Ils n'ont même pas eu l'idée d'aller aller refaire encore un tour et repartir. Non, ils sont carrément rentrés au stand à la fin de leur essai. En plus, des essais qui étaient assez corrects. Mais vu que les chronos n'arrêtaient pas de s'améliorer, que la piste se gommait, parce que pour rappel, on a eu beaucoup de pluie ce week-end, et donc du coup, à chaque fois, la pluie nettoyait la piste, ça enlevait de la gomme, tout ça. Bref, ils ont été piégés par ça. Alpha Tauri, c'est carrément une énorme déception de voir les voitures de Faenza. Faenza qui est à même pas 80 km du circuit d'Imola. Donc l'équipe joue carrément à domicile. C'est vraiment la grosse déception pour eux. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour la petite Scuderia de partir aussi loin de la qualification. Mais on verra qu'après, ça a été un petit peu sauvé. Et donc, Mercedes, Ocon, qui aussi a été bloqué, hein, 19e chrono dans la qualification. Mais le Français a une excuse, et enfin une excuse, façon de parler. Bon, déjà, il avait changé de moteur avant le début du week-end, hein, sur sa voiture. Et là, pas de chance, c'est la boîte de vitesse qui a cassé. Bloqué, impossible de passer les rapports, bloqué en fond de séance. Ça n'a pas été une très bonne qualification pour nos Français en général, hein. C'est vraiment un peu dommage. Puis Mercedes, Carlos Sainz. Non, je vais quand même parler de Mercedes, hein, parce que Mercedes qui est quand même dans une galère inouïe.
D'ailleurs, c'est la première fois, quand on regarde dans les statistiques, c'est la première fois que les Mercedes ne passent pas le cap de la Q2, qui reste bloqué à ce niveau-là. Et c'est la première fois depuis le Grand Prix du Japon 2012. C'est la dernière fois où les Mercedes ont été éliminés à, ce- à cette étape de la qualification. Bah, faut dire qu'ils ont une voiture qui déjà manque de performance, hein. Bah, bien sûr, ils ont un concept qui est assez radical de ponton, tout ça, mais en soi, c'est pas ce problème-là qui ralentit Mercedes. C'est surtout le marsuinage, hein. On a vu beaucoup les voitures qui n'arrêtaient pas de rebondir énormément. On voit que Ferrari arrive à gérer ce marsuinage, que Red Bull a réussi à le zapper, mais que Mercedes en souffre carrément. Ah mais ils en souffrent, pour dire, en fin de week-end, George Russell expliquait qu'il avait des douleurs dans le dos, à l'estomac. C'est pour vous dire que c'est un sérieux problème chez Mercedes. Et ça impacte vraiment la qualification. Et c'est vrai. Et c'est carrément grave de ce qui se passe dans l'équipe de Brackley. Mais dans cette qualif du vendredi, il n'y a pas que Marcinage qui a empêché Mercedes de faire une excellente performance. Il y a aussi Carlos Sainz. Oui, parce que Mercedes a été une victime collatérale de Carlos Sainz. Bon, Carlos Sainz, voilà, il a passé un Grand Prix australien un peu compliqué. Il a été prolongé chez Ferrari, donc voilà, ça élimine du stress. Mais malheureusement, il a fait une bourde en Q2, hein, dans le dernier virage, il part à la faute, gravier, mur, voilà, drapeau rouge, nouvelle neutralisation, tout ça. Et pendant on remet tout en place pour pour que la séance se reprenne et tout ça, donc on évacue la voiture, qu'on remette les pneus, les sponsors, tout ça. C'est bizarre, je ressors de l'eau sur moi. Oh, bah tiens, il pleut. Bah oui, il a plu. La pluie qui a refait son réapparition dans cette qualification. Et comme les pilotes avaient eu le temps de faire un chrono en stick, et bah plus moyen d'aller améliorer. Bah c'est bien simple, hein. Quand la séance a repris, bah, il pleuvait des trombes sur la piste. Impossible d'aller améliorer son chrono. Ça en était terminé pour les Mercedes. Et que ça soit aussi bah, pour Mick Schumacher, pour Gonoljo, pour Lestrol. Bon, lui on compte plus, hein. Et en plus, Sainz qui avait fait un chrono qualifié en Q3, bon bah voilà. Il n'est pas passé. Bah oui, sur l'appli, c'est compliqué d'aller améliorer son chrono, hein. Ou alors vous allez rouler à Francorchamps ou sur un Nordschleife au Nürburgring, hein. Là, c'est possible. Mais pas à Imola. Non, c'était pas possible. Bon, pour l'histoire, on a quand même vu des voitures sortir en fin de Q2. Mais ça, c'était pour ceux qui étaient qualifiés pour la Q3. Ils sont allés en repérage. Ouais, ils ont pris les bouées, les canoës, les rames. Bon, là, il y a beaucoup d'eau. Là aussi, bon, là, ça passe encore. Bon, bah, ils ont tous zappé Aqua Minerale, hein. Aqua Minerale, hein. Il porte bien son nom, ce virage, hein. Mais sinon, dans l'ensemble de cette qualification, on peut retenir la pole position de Max Verstappen, la 14e en carrière. Et comme je le disais, la première en 2002, la deuxième pour Red Bull aussi en 2022, hein, puisque la première a été signée à Jeddah par Checo Pérez, hein. Lui qui d'habitude n'est pas un homme du samedi. Bon, on le voit là aussi, mais bon, allez, on va dire qu'il pleuvait, hein. Et d'ailleurs, le chrono de Verstappen, je reviens dessus, on aurait pu crier à la polémique. Ça, c'est vrai, on aurait pu crier à la polémique parce que son chrono a été réalisé sur drapeau jaune. Et normalement, quand un pilote améliore un chrono sur drapeau jaune, il dure pas longtemps ce chrono-là. Mais il a quand même gardé pour plusieurs raisons. Déjà, il a levé le pied et surtout, on le suivait en caméra embarquée. Dans le direct du faisceau mondial, à la télé, on était en embarqué. Il a levé le pied. On l'a très bien entendu. Et pourtant, il a amélioré son chrono. Il a quand même mis 7 dixièmes à Leclerc. Et je vais vous dire, s'il ne levait pas le pied, hein, sous ces conditions, je pense qu'il aurait pu approcher de la seconde d'écart entre lui et Leclerc. Mais bon, voilà, Verstappen a ralenti, il gagne son chrono. Heureusement, il n'y a pas eu de grosses polémiques derrière, disant ouais, c'est de la triche, tout ça, il n'y a pas de pénalité, scandale, enfin.
On sait jamais, hein, vous savez, avec ce qui s'est passé l'année dernière, on aurait pu l'avoir. Bon, ça n'a pas été le cas, et tant mieux. Ouais, hein, parce que c'est bon, on a déjà morflé l'année dernière. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre aussi dans cette qualification? Ah oui, je vous le disais au tout début, Kevin Magnussen, quatrième avec la Haas. C'est inédit d'ailleurs. Il réalise la meilleure qualification de l'équipe américaine, qui avait réussi à réaliser plusieurs fois des cinquièmes positions sur la grille. Quatrième dans cette séance. Là, franchement, Magnussen, il nous fait un excellent retour en Formule 1. Et on voit que la Haas, elle marche très bien. Même sur la pluie, elle prend plus l'eau. Ça doit échanger quand même d'avoir une voiture qui ne prend plus l'eau. Tant mieux d'ailleurs. Très bien placé le pilote danois. Vettel aussi, 9ème, qui réussit la meilleure qualif d'Aston Martin cette saison. Hein. Bon, c'est ironique du côté d'Aston Martin. Hein. Bah, avec une voiture qui prend l'eau, ça marche bien. Hein. Bon, on a aussi les McLaren qui sont bien placés. Hein. À mon avis, eux aussi, avec une voiture qui prend l'eau. Non, non, je déconne, je déconne. La voiture, elle prend pas l'eau chez les McLaren. Quoique. Après, il y a quand même une petite déception personnelle pour Alfa Romeo. Bon, déjà, on a Guanyu Zhou bloqué en Q2. C'est dommage parce que pour quelqu'un qui n'a jamais roulé à Imola et qui réussit le quatrième temps en Q1, franchement, ça c'était super. Il performe très bien le pilote chinois en ce début de saison. Et puis surtout, on a Valtteri Bottas qui s'est retrouvé arrêté en fin de qualification. Et le pire, il n'a même pas eu le droit de piloter la dépanneuse. Bon, après, ça se comprend parce que s'il a fallu dépanner la dépanneuse, hein, c'est vraiment dommage. Donc, les résultats de la qualification ne changent pas par rapport à la grille qui s'affiche pour la course sprint. Parce que oui, la course sprint, on va en parler maintenant. Et je peux vous dire que ça va aller très vite. Et en même temps, il y aura un coup de gueule. Vous allez comprendre maintenant. La course sprint et non plus qualification sprint comme on nous l'avait vendu l'année dernière. Hein. Ah, ils sont forts en communication là-dessus. Donc le sprint qui a donné ce résultat, Max Verstappen, leader de la course devant Charles Leclerc, qui n'ont pas perdu de position. Checo Perez de 3ème qui en a gagné 4 devant Carlos Sainz 4ème et qui a aussi gagné 4 positions. Lando Norris est tombé à la 6ème place. Non, à la 5ème place, pardon, il termine devant Daniel Ricciardo qui lui est resté à la même position devant Valtteri Bottas. Kevin Magnussen, lui, a perdu sa 4ème position pour finir 8ème devant Alonso qui a perdu 4 places également. Qui devance Mick Schumacher 10ème. Il a gagné 2 positions, le pilote allemand, c'est pas mal. Dans la deuxième partie, on retrouve George Russell, toujours bloqué à la 11ème position par rapport aux qualifications. Yuki Tsunoda est remonté à la 2ème place, il gagne 4 places de cette course. Vettel en a perdu 4, tandis qu'Hamilton en a perdu 1, il termine 14ème. Lance Stroll le 15ème, il n'a pas bougé de position. Et Esteban Ocon s'est un petit peu rattrapé avec 3 places de gagné devant Pierre Gasly qui n'a pas évolué, on va l'évoquer. Alex Albon a regagné 2 positions devant Nicolas Latifi qu'on a perdu 1. Et Guanyu Zhou, on a perdu 6. Mais il faut dire que c'était un peu l'événement de cette course sprint, c'est l'accrochage entre Guanyu Zhou et Pierre Gasly. Et ouais, Joe out à la fin, même avant la fin du premier tour. Hein. Il faut dire qu'il était un petit peu bloqué dans le peloton. À sa droite, il avait Hamilton. À sa gauche, il avait Gasly dans l'intérieur du virage, pardon. Et Gasly qui a essayé de se démener de tout ça, un petit peu à escalader le vibreur. Déséquilibré, ça a touché à l'arrière de Joe. Joe qui termine dans le mur. Allez hop. Encore une voiture à reconstruire chez Alfa Romeo, décidément. Je peux vous dire, ils ont passé 2 nuits blanches chez Alfa. Ils n'ont pas été récompensés dans l'équipe suisse. Mais sinon, dans l'ensemble de l'accrochage, hein, malheureusement, c'est du 50-50. Gasly ne pouvait rien faire. Joe ne pouvait rien faire. La direction de course a dit, bon bah, on va pas aller plus loin, voilà. Ça arrive, c'est un fait de course. Que voulez-vous qu'on fasse? Sinon, dans l'ensemble, on avait quand même un Charles Leclerc leader qui avait surpris Verstappen au départ de cette course sprint. Hein. Il a été longtemps leader Leclerc. Et franchement, il maîtrisait son sujet. Et puis d'un coup, il y a Verstappen qui est allé reprendre les commandes de la course et qui l'a gardé d'ailleurs. Hein, il n'a pas bougé. Il a fait une très bonne gestion de sa gomme Verstappen.
pas de graining ou de dégradation quelconque, hein. D'ailleurs, on a bien vu tout le week-end qu'il n'y avait pas d'énorme dégradation pour les pneus Pirelli. Et aussi, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu beaucoup de dépassements grâce au DRS, hein, puisque la Formule 1 a beaucoup communiqué, surtout sur le super dépassement de Sergio Pérez, hein, qui est venu de très loin. Ah bah là, je peux vous dire que Carlos Sainz, son vrai dépassement au même endroit, il est mis à la poubelle, hein. Parce que si moi je retiens le vrai dépassement dans cette course sprint, c'est bien celui de Sainz. Et sans DRS, s'il vous plaît. Ah oui, franchement, l'Espagnol, il a fait quelque chose. D'ailleurs, j'ai pas noté avec qui il dépassait. Je suppose que ça devait être peut-être avec Norris ou Ricciardo. Mais franchement, il a fait un dépassement incroyable, l'Espagnol. Il s'est très bien rattrapé, et tant mieux. Mais sinon, dans l'ensemble de cette course sprint, bah, il est un petit peu mitigé, hein. Bah, déjà, il annule les performances qu'on a vues en qualification, hein. Une qualification quand même bien perturbée par la pluie et la neutralisation, hein. La preuve, parce que quand on voit que Kevin Magnussen arrive à se qualifier 4ème et doit partir pour le Grand Prix 8ème, franchement, ça, c'est dommage, parce que la Haas aurait pu être très bien placée pour le Grand Prix dimanche. Après, qu'est-ce qu'on a oui, pareil, la performance d'Alonso qui était 5ème et qui part 9ème pour le lendemain. Ça aussi, c'est dommage. Bon, après, ça rattrape certaines qualifications réussies pour certains, ou ça en ruine, hein, quand on voit pour Gasly et Joe. D'ailleurs, Joe est parti de la voie des stands pour le Grand Prix. Sinon, bah, tout ça, on voit que ça influence quand même le Grand Prix, sachant que cette course sprint, c'est un additif au Grand Prix. Sachant qu'un Grand Prix, ça fait 300 km, on se dit, bah tiens, on va en rajouter 100 de plus. Ça ne sert à rien. Et puis surtout, c'est pas vraiment instructif. Ça propose toujours rien dans le week-end, à part annuler des performances réussies qu'on n'aurait pas d'habitude. D'ailleurs, c'est ce qui montre que dans la course sprint de l'année dernière, que déjà les qualifications ont été meilleures que la qualification sprint qu'on avait, hein, et que les résultats n'apportaient rien par rapport au Grand Prix. C'est quand on regarde Silverstone qui a mis plus de tension entre Hamilton et Verstappen, à Imola où le poleman de la qualification sprint était obligé de partir au dernier parce qu'il changeait tous ses moteurs. Donc du coup, à redonner de l'avantage. Et après, il y a aussi au Brésil, hein, c'est vrai que Hamilton a fait une superbe remontée avec un moteur neuf. Il y a aussi eu sa disqualification, ça aussi, il faut le rappeler. Non mais, oh. C'est du biaisé tout ça. En plus, c'est encore le cas. Ce sprint influence encore le Grand Prix et surtout, ça n'a rien apporté. Et puis, allez, histoire d'en rajouter une couche, c'est le discours de Ross Brawn qui est cassant parce que Ross Brawn préfère retenir le positif des critiques du sprint que le négatif. Ah, le négatif, il est énorme dans le cours sprint. On est nombreux à le dire. Que ce soit nous qui faisons des vidéos de débrief sur la Formule 1, que ce soit les fans en général sur les réseaux sociaux, que ce soit les sondages, la Formule 1 qui a fait un sondage avec Motorsport Network qui a demandé pour savoir qu'est-ce que vous en pensez de la course sprint et que tout le monde a dit que c'était nul, ou que ce soit même les pilotes, tout le monde critique disant que finalement c'est pas terrible comme format, mais Ross Brawn m'a dit, vous savez quoi, les commentaires négatifs, j'en tiens pas compte, je n'y garde que le positif, alors que le négatif est énorme. Et dans ce négatif, vous pouvez rajouter le vainqueur de la course sprint, Max Verstappen. Verstappen, il a dit, hein, et c'est franchement, je peux être d'accord avec lui, je suis pas un grand fan de Verstappen, mais dessus, je suis d'accord avec lui, quand il dit que la course sprint, ça n'apporte rien. Est-ce que Ross Brawn va dire, ah mais l'avis du vainqueur de la course sprint, j'en tiens pas compte. Heureusement qu'il part à la retraite en fin d'année, Ross Brawn, parce que, très honnêtement, son sprint, il va le défendre jusqu'au bout, et il va nous emmerder jusqu'au bout, ce type.
Ah, franchement, vivement qu'il apprenne sa retraite, parce que là, franchement, il nous énerve, Ross Brown. Il nous énerve. Et franchement, quand on voit son discours pour dire que voilà, les critiques, je ne garde que positif, le négatif, j'en ai rien à faire, bah le négatif, tu peux te le tailler en pointe, Ross Brown, et te le carrer où je le pense. Connard. Bref, le résultat de la course sprint définit la grille de départ. Donc, vous voyez, hein, on retrouve notre première ligne, Leclerc Verstappen. Voilà, ça n'a rien changé. Enfin, ce qui n'a rien changé, si, on voit que Guanyu va partir de la voie des stands, hein, puisqu'il y a eu beaucoup de réparations sur sa voiture. Comme je dis ici, si ça ne suffisait pas chez Alfa Romeo. On va passer au Grand Prix après le générique, et vous allez voir qu'il y a aussi des choses plus ou moins bien à dire. On y va. Le Grand Prix d'Emilia-Romagne a vu la nouvelle victoire de Max Verstappen après celle de 2021 et devant Sergio Perez, nouveau doublé pour Red Bull. On va en parler de ça, de ce doublé. Et de... Ah tiens, Lando Norris, troisième, ça aussi on va l'évoquer, ça c'est pour le podium. Quatrième, on retrouve George Russell qui termine devant Valtteri Bottas et Charles Leclerc, sixième. On va l'évoquer, vous inquiétez pas. Yuki Tsunoda termine 7ème devant Sebastian Vettel, Kevin Magnussen et Lance Stroll. Ça c'est pour le top 10 de la course. Et le meilleur tour, vous le voyez, il revient à Max Verstappen. Et oui, dans ce duel Leclerc-Verstappen, eh bien, il a tourné très vite à l'avantage de Verstappen et surtout à l'avantage de Red Bull avec déjà un excellent départ des deux pilotes de l'équipe autrichienne. Hein, surtout sur l'appui, très peu de patinage, ils ont laissé tout le monde sur place. Franchement, les deux pilotes ont réussi à prendre ce leadership dès le virage de Tamburello. Et puis surtout, il y a le fait marquant de ce Grand Prix, c'est le naufrage de Ferrari, autant le dire, autant l'évoquer, hein, qui est carrément passé à côté de ce Grand Prix, de ce premier Grand Prix italien pour elle devant les tifosi qui ont revenu sur un circuit depuis le Grand Prix de Monza 2019. Il faut quand même le préciser. D'ailleurs, ça change du orange. Ça, bon, déjà, on a eu Carlos Sainz qui a été éjecté à Tamburello très vite par Daniel Ricciardo. D'ailleurs, ça a déclenché une safety car. Il n'a même pas pu repartir, le pilote espagnol. Déjà, franchement, il n'a pas de chance, le Sainz. Déjà, il se sort en sortie, il se fait éjecter dès le premier virage. C'est carrément catastrophique pour l'Espagnol. Et puis surtout, il y a Charles Leclerc qui va pas vivre une sinécure dans ce Grand Prix. Déjà, à plusieurs reprises, il va se retrouver bloqué par Lando Norris. Déjà, au départ. Et après son deuxième arrêt au stand, hein, quand il veut essayer de bouleverser un peu la stratégie Red Bull. Et c'est dommage parce qu'en plus, il avait une très bonne avance dans son deuxième arrêt face à Norris. Mais pourtant, le pilote de McLaren a réussi à repasser devant lui. Et c'est dommage parce que pendant un très beau moment de la course, pendant le 3 quarts même, il était quand même derrière Perez, il arrivait à recoller, les écarts se réduisaient, ça recollait, ça réduisait. Et c'est vrai qu'après son deuxième arrêt au stand, Leclerc avait réussi à rattraper Perez. Jusqu'à temps où le Monégasque nous fait une erreur. Ah putain, et en plus sa course, elle aurait pu très mal finir. Il part à la faute, j'ai pas le nom du virage, mais c'est la chicane haute du circuit et on voyait que Leclerc déjà dès le début du week-end, déjà pendant les essais, on voyait qu'il partait beaucoup à la faute. Il cherchait beaucoup les limites. Après il cherchait les limites sur un circuit. Bon voilà, c'est au moins on sait où on peut les avoir, mais là, faut dire que Leclerc est allé vraiment très haut dans les limites de la chicane haute. Et il a carrément terminé dans le mur de pneus. Et heureusement que sa course n'est pas terminée là. Parce que je vous raconte pas le zéro pointé qu'aurait pu avoir Ferrari ce week-end. Enfin, il y a eu le sprint qui rapporte des points. Heureusement, ça sauve les meubles, on va dire. Mais sinon, ça n'aurait été pas le cas. Je vous raconte pas le zéro pointé. Je vous raconte pas la claque qu'aurait pu afficher Red Bull. Hein. D'ailleurs, on n'en est pas loin. Il y a eu des vols quand même, Leclerc. Et donc, c'est pour ça que déjà, il est reparti. De mémoire, il est reparti 7ème, 8ème après un nouvel arrêt au stand parce que aileron avant cassé, nouveau train de pneus à changer, tout ça. Il est quand même remonté 6ème.
Ça devait bouillir dans le casque. Ah, mais on verra dans le bilan des équipes que cette erreur, ils en ont appris beaucoup. Mais c'est vrai que là, de ce qui s'est passé, je pensais pas que Ferrari aurait craqué comme ça à domicile. Franchement, je l'aurais pas pensé. Ok, ils amènent pas d'évolution pour leur voiture parce qu'elle marche encore très bien. D'accord, peut-être qu'ils se sont fait un peu surprendre par la performance de la Red Bull. D'ailleurs, il faut savoir que Ferrari va amener des évolutions. Bon, ils vont amener un package pour Miami, mais les grosses évolutions vont arriver qu'à Barcelone. Ça veut dire que encore dans deux grands prix pour la fin du mois de mai. Mais je pensais pas qu'elle serait retombée très vite dans ses travers comme ça. Je pensais pas. Pas à ce point-là, en tout cas. Mais en tout cas, on peut voir que pourtant ils sont arrivés, sérénité, leader du championnat. Et là, c'est la claque. C'est la claque pour Ferrari parce que se faire mettre à l'amende par Red Bull comme ça, ça pique. Parce que quand même, chez Red Bull, déjà, il y a une chose qui est à noter, c'est la grande surprise du rythme de course de Sergio Pérez. Ah, mais il était vraiment... Alors, pas tout le temps, mais il était dans les temps de Verstappen. Ah bah, les pilotes Red Bull se partageaient carrément les meilleurs tours. Un coup Verstappen, un coup Pérez, un coup Verstappen, un coup Pérez. Ah, franchement, le type de voiture correspond très bien au pilote mexicain. Et puis, bon, autant le dire, Pérez, il a fait une très bonne course, hein. Même bien sûr, ça a eu un écart avec son coéquipier, il était dedans, il était focus. Ça s'est très bien passé pour le Mexicain, malgré deux trois fautes, mais ça s'est très bien passé ce Grand Prix pour lui ce week-end. Et d'ailleurs, il y en a aussi un qui profite un peu de ce qui se passe dans ce Grand Prix, c'est Lando Norris. Et il y en a d'autres aussi, mais Lando Norris, lui, il a très bien profité, hein. Déjà, il profite du départ, il reste discret, il profite bien sûr de la bourde de Leclerc, et voilà qu'il réussit à signer un nouveau podium, et encore une fois à Imola. Bien sûr, ça cache le niveau de McLaren dans les détails, mais ça démontre qu'il a réussi à en profiter, le pilote anglais. C'est très fort, hein. En tout cas, il aime bien ce circuit, surtout sous la pluie, hein. Il y a aussi un autre grand gagnant dans ce départ, c'est George Russell qui est passé très vite à la sixième position, puis la cinquième, et puis surtout à la fin à la quatrième place. On l'a bien vu, il a profité de ce départ assez chaotique, hein, pour certains. Il a réussi à se faufiler. Non, c'est très bien pour le pilote anglais de chez Mercedes. Contrairement à son coéquipier, Lewis Hamilton, qui est resté bloqué dans le trafic, qui n'a jamais réussi à passer Pierre Gasly, qui d'ailleurs, comme le Normand, bah, les deux sont restés bloqués dans le train TRS, hein. Ah ouais, les deux sont restés carrément bloqués. Pas efficace au vu des conditions qui d'ailleurs, comme je le disais, Gasly est bloqué dans ce train DRS parce qu'il était derrière Alexander Albon. Ah mais Albon, non seulement il faisait sa course, mais surtout, il était très bon le Thaïlandais avec la Williams. Il termine quand même 11e dans cette course. C'est pour vous dire. Mais c'est vrai que, bon, faut dire que la météo a un petit peu dû refroidir certains pilotes qui n'ont pas vraiment voulu prendre de risques, hein, quand bah, j'évoque Gasly comme Hamilton. Mais n'empêche, on a quand même vu des manœuvres osées à certains virages. Bon, Stroll, ça nous a changé, hein, de ces zigzags en Australie. Par contre, Bottas, respect avec ce qu'il fait avec l'Alfa Romeo. Ah, il s'amuse vraiment. C'était très beau ce qu'il faisait. Et d'ailleurs, il a dépassé ailleurs que dans la ligne droite des stands. C'était pas mal. Enfin, c'était pas mal dans le fond quand même du bilan de ce Grand Prix. La course n'était pas vraiment intéressante, hein. Voilà, c'était quand même sympa à certains moments. Voilà, il y a eu du rebondissement. Mais dans le fond, c'était plus ou moins animé, hein. De toute façon, faut se dire, on vient pas à Imola pour voir du dépassement à foison, hein. Déjà, c'est rare qu'il y ait du dépassement à Imola. Non, on y vient parce que Imola, c'est historique, hein. Ah, il y a quelque chose. Pour son caractère old school, historique, c'est quelque chose. Après, les courses intéressantes, c'est rare quand même, hein. Ou alors, vous nous refaites une Alonso Schumacher 2005. Ou une Alonso Schumacher 2006 aussi.
Là, je peux vous dire que c'est intéressant, mais ce week-end, c'était pas vraiment le cas. Mais bon, je vais pas vous mentir, revoir une course européenne, surtout là-bas, voilà. Mais bon, faut pas trop en demander non plus. Voilà pour le bilan de ce Grand Prix. Je vous propose de passer à notre bilan. C'est celui des équipes et on va déjà commencer par un carton rouge. Et ça tombe bien, le carton rouge, c'est la même couleur que l'équipe leader du championnat. Je parlais de Ferrari. Et ouais, c'est un gros coup dur quand même pour la Scuderia qui se prend un sérieux rappel à l'ordre à domicile. Avec Leclerc qui était quand même troisième, qui pouvait viser la deuxième place. Et qui commet une erreur mais stupide. Ah là, qui termine le nombre de points qu'il perd, il a dû en perdre presque la moitié. Hein, je dis presque parce que il termine sixième, ça fait 8 points la sixième place. Et normalement troisième, deuxième, vous voyez, c'est 18, 15 points. Donc vous voyez, il perd beaucoup au change vers Leclerc avec son erreur. Ça pique quand même. Bon, heureusement, on va dire que le sprint rattrape, mais bon, c'est pas ça du tout. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire aussi pour la course de Carlos Sainz. Bon, déjà, il n'a pas vécu une bonne qualification, il s'est rattrapé au sprint. La course, bon bah, voilà quoi. Non, ça pique pour l'Espagnol, mais ça pique en général pour Ferrari qui se prend, comme je vous le dis, un sérieux rappel à l'ordre, surtout à domicile. Il va falloir faire quelque chose pour remonter le niveau. Puis je pense, bon, c'est pas aller lire la presse italienne qui n'est jamais tendre avec Ferrari quand il se passe quelque chose de chez eux. Vous inquiétez pas, quand Ferrari fait quelque chose, quand Ferrari gagne, je vais y arriver. Quand Ferrari gagne, la presse italienne est heureuse. Quand Ferrari perd, la presse italienne les défonce. Ah ouais, non mais c'est quelque chose, hein. Vous avez qu'à lire les titres. Moi je l'ai pas fait, donc je pense qu'ils ont dû se faire allumer gratuitement. D'ailleurs c'est toujours gratuit la presse italienne pour défoncer Ferrari. Mais je serais la presse italienne, je fermerai leur gueule. Parce que vu comment c'est parti, je pense que Ferrari et Leclerc peuvent faire quelque chose de bien dans cette saison. Donc le retournement de veste de la presse italienne, non seulement il est connu, et je pense que vraiment cette presse italienne devrait la fermer, mais bien, et bien profond même. Parce que non seulement ils vont pas aider Ferrari à faire quelque chose de bien. Ah franchement, elle a quand même son importance, la presse italienne chez Ferrari. Sachant que déjà à Maranello ou même à Imola, on, on vit Ferrari, on mange l'Italie, voilà, c'est quelque chose là-bas. C'est quelque chose. On va passer à Red Bull qui a vraiment maîtrisé son week-end, a vraiment la maîtrise complète déjà de Max Verstappen qui fait le Grand Chelem. Alors, le grand Chelem, c'est quand même la pole. On va intégrer le sprint pour faire plaisir à Monsieur Rosberg. C'est la victoire, le meilleur tour en course, tous les tours menés. Et pilote du jour, ça compte pas. Hein. Oui, il faut peut-être le rajouter dedans, mais ça compte pas, pilote du jour. C'est pour la forme. Mais voilà, c'est quand même le deuxième grand chelem en carrière pour le pilote hollandais qui a quand même bien maîtrisé son sujet du week-end. Hein. Tout comme Sergio Perez qui a très bien réussi son week-end et puis aussi son Grand Prix. Ah bien franchement, là, il n'y a rien à dire pour Red Bull. Hein, ils ont été solides. Hein. Et d'ailleurs, ici, d'un doublé, c'est leur premier doublé depuis le Grand Prix Malaisie 2016. Ça date quand même. Bon, on va dire qu'à l'époque, Hamilton était en feu. Et d'ailleurs, je sais plus qu'est-ce qu'il avait fait Rosberg. Je sais plus où est-ce qu'il termine d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, mais bon, pour vous dire que Red Bull, ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas fait un doublé. La suite de ce bilan avec Mercedes qui quand même entre le chaud et le froid, parce que déjà on a Russell qui s'en sort très bien et qui sauve son équipe d'une hécatombe, il faut le dire, parce que bon déjà, bon la qualification ils se sont fait avoir, mais quand même, Russell qui a réussi à profiter du départ du Grand Prix et surtout
qui a réussi à sauver ce week-end avec une quatrième place, quand même, c'est pas mal. C'est très bien réussi. Je pense que Russell, ça va être un très bon atout pour Mercedes dans cette saison. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'il y ait encore ce gros problème de marseillonnage. Non, mais c'est affolant. Eh, la Mercedes, elle fait ça. Ah, mais oui, elle n'arrête pas de rebondir. Ah, bah, Gaëtan Véniron, il peut dire, ça n'arrête pas de rebondir. C'est fou. Mais là, c'est trop pour Mercedes. Et comme je vous le disais, le Russell s'est pas senti bien à la sortie de la voiture après le Grand Prix. Ah, bah, tu m'étonnes. Attends, s'il commence à avoir des problèmes de dos, des maux de tête, des problèmes à l'estomac. Ah ouais, mais le marsuinage, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, je pense que c'est à cause de ça que chez Mercedes, Hamilton n'arrive pas à performer. Je pense déjà Hamilton il a dit qu'il n'aimait pas la voiture. Ça, c'est vrai, il n'aime pas la voiture. Ça me rappelle un peu sa saison chez McLaren en 2009, où il avait du mal à faire quelque chose de bien. Et puis là, je pense que là, je pense que c'est pareil, que la voiture ne correspond pas à son style de pilotage. Bon, déjà, Mercedes, ils ont un concept assez incroyable. Et c'est bien ça, Hamilton n'arrive pas à s'en sortir. Elle a été carrément bloquée dans ce trafic. Bon, déjà, elle n'a pas pris de risque à certains moments, mais il faut dire que la voiture ne lui a pas correspondu ce week-end. Après, faut dire que, faut dire une chose. En Australie, il a quand même réussi à faire une excellente course. Il faut le dire. Mais là, ce week-end à Imola, c'était pas ça. Après, j'irais pas dire que, je vais peut-être me faire détendre. J'irais pas dire que Hamilton souffre du syndrome Massa. Oui, c'est moi qui appelle ça le syndrome Massa. C'est Massa qui est, bah, d'ailleurs, qui aurait pu être champion du monde en 2008, mais c'est Hamilton qui a été sacré. Et on a senti un Massa un peu moins bon par la suite, en recul, tout ça, même face à ses coéquipiers. Je dis pas qu'Hamilton souffre de ce problème-là. Il n'en souffre pas du tout. D'ailleurs, il a la hargne, il veut bosser, il veut comprendre ce qui se passe de ses performances qui sont carrément ridicules. Il veut vraiment essayer de redresser le niveau et je m'inquiète pas pour lui. Je m'inquiète pas pour lui, mais par contre, Mercedes, ils ont intérêt à faire quelque chose pour réduire ce marsouinage. Ils ont intérêt à sortir les doigts. Complètement. On va passer à McLaren. Alors, un bilan presque pareil que Mercedes pour l'équipe de Woking. Bon, on va commencer par Ricardo qui malheureusement s'est mis tout seul. Hein, il envoie dans le bac à gravier Sainz et il se fait grimper par Bottas. D'ailleurs, ça me fait penser que Ricardo est allé s'excuser auprès de Sainz de l'avoir envoyé dans le gravier. Bah, tu m'étonnes parce que sinon, Ricardo, je crois qu'il sortait pas vivant d'Imola, hein, le pauvre. Mais bon, voilà, ça a ruiné tout son Grand Prix à Ricardo, cette manœuvre. C'est vraiment dommage. Et puis, on a aussi Lando Norris qui a quand même signé un podium totalement inattendu, hein, comme je vous le disais, comme en 2021. C'est vrai que McLaren commence à revenir dans le match. Alors, je ne sais pas si c'est la configuration du circuit ou la météo qui a beaucoup aidé l'équipe de Woking à revenir à ce niveau, mais c'est quand même pas mal. Bah, d'ailleurs, si je les place à ce moment-là du bilan, c'est parce qu'ils sont très bien placés dans le classement, vous verrez après. Mais voilà, c'est. Mais après, attention, McLaren a encore des problèmes de frein comme ils avaient connu en début de saison à Bahreïn. Peut-être que c'est quelque chose qui cache encore la montagne chez McLaren et peut-être que les prochaines courses ne seront pas à leur avantage. Enfin, on verra ça. Mais voilà, ça fait quand même un bon résultat. Ça fait prendre des points. C'est pas mal. C'est pas mal pour McLaren. Ça reste donc encore à confirmer. Faut prendre des pincettes. Hein, On va passer à Alfa Romeo. Et j'ai un putain de gros respect pour toute l'équipe d'Alfa Romeo qui non seulement a reconstruit toute la voiture de Bottas le vendredi et le samedi. Il faut dire que la voiture de Bottas qui a connu son problème de qualification avec un échappement qui a cassé, qui a commencé à faire flamber tous les composants internes de la voiture et même la cellule de survie parce que Bottas a eu une nouvelle cellule de survie. Hein, c'est carrément
toute la monocoque. Hein. Je vais pas vous ressortir la maquette parce que elle est en face de mon étagère, j'ai pas le temps d'aller la chercher. Donc déjà il y a ça, et puis surtout ils ont dû reconstruire la voiture de Guan Yu Zhou, hein, du samedi à dimanche. Hein. Bah, tout l'arrière a explosé après la sortie dans le sprint. Mais franchement, un énorme respect pour eux, et puis surtout ils ont été bien récompensés par déjà le résultat de Bottas qui termine 5ème dans ce Grand Prix. C'est vraiment incroyable de ce qu'il fait, le Finlandais chez Alfa Romeo. On le sent vraiment libéré. Et dommage pour Guanaju qui termine un peu loin, mal récompensé. C'est vraiment dommage parce que pour quelqu'un qui découvrait le circuit du Moulin, il a dû déjà y rouler avant, peut-être dans des catégories inférieures, mais pas en Formule 2, pas en Formule 3, hein, encore plus inférieur que ces catégories-là. Pour quelqu'un qui découvrait quand même ce circuit, il a fait le boulot. Bon, très mal récompensé, mais vraiment, il faisait le boulot. C'est vraiment un énorme contraste. Hein, c'est vraiment dommage pour lui. Ah, c'est vraiment dommage. Mais quand même, on va voir s'il tient encore ce niveau, Joe. Hein. On va voir s'il tient le niveau. On va passer à Alpine avec un week-end raté. C'est le mot, hein, c'est un week-end raté pour l'équipe française. Porto Alonso avait réussi une très bonne qualification. Bon, le sprint, voilà, un petit peu effacé, la performance. Et puis surtout, ça a été une course très courte pour l'Espagnol, hein, puisqu'il s'est fait arracher le ponton par un attaqueux de Mick Schumacher en tout début de course, hein, à Tamburello. Ah oui, ben le morceau du ponton, hein, un morceau assez gros comme ça, hop, envolé. Bon, Fernando, il faut que tu rentres parce qu'on a perdu un morceau. Ah. Donc voilà, ça a été bien écourté la course à l'Espagnol. Et puis surtout, on a Esteban Ocon qui déjà était trop loin dans ce Grand Prix pour espérer un très bon, résultat. Et puis surtout, il a eu son hands-off release dans la voie des stands, hein, avec Hamilton. Hein, bah, ils se sont même touchés dans les stands. C'est un peu dommage de toute façon, c'est triste à dire, mais Ocon n'aurait même pas eu les points ce week-end. À moins d'avoir une grosse série d'abandon devant lui, mais bon. Un week-end à oublier pour l'équipe française, et d'ailleurs ça fait longtemps que Alpine n'a pas scoré, hein, faut le préciser. On va passer à Alpha Tauri qui l'a joué à domicile, hein, puisque Faenza, à 80 km du circuit de Mola. Mais c'est une course en demi-teinte pour eux. Hein. Bon, déjà on a un Pierre Gasly qui était vraiment loin des résultats espérés et habituels qui nous donne à chaque Grand Prix. C'est vraiment dommage, bah, quand on part en fond de grille, tout ça, qu'on essaye de remonter, puis c'est bloqué dans le trafic. C'est un peu dommage. Mais n'empêche, le résultat était quand même sauvé par Yuki Tsunoda, hein, qui a fait une très bonne course, qui a très bien remonté progressivement. C'est très bien ce qu'il a fait, le pilote japonais, qui a aussi rattrapé pendant la course du sprint. Hein. Ça l'a un petit peu aidé. Mais c'est pas mal ce qu'il nous fait. D'ailleurs, quand on entend la radio, c'est pour dire Yes, come on au lieu de l'entendre se plaindre. Ah, c'est vrai que ça change. Je sais pas c'est quoi la formation en France Tots chez AlphaTauri, mais ça a l'air de faire son effet chez Tsunoda. C'est pas mal. On va passer à ceux qui retrouvent des couleurs. Bah déjà, Magnussen qui améliore la marque en qualification. Pour rappel, 4ème en qualification pour As, meilleur résultat espéré dans cette séance. Et puis malheureusement, ça a été effacé par le sprint, par ce sprint de merde. C'est vraiment dommage parce que je pense que ça aurait pu avoir un autre résultat pour le Grand Prix, hein, pour Magnussen, hein, qui termine quand même dans les points, encore une fois, c'est pas mal. Ça tranche avec Mick Schumacher à nouveau dans le dur. Mais le dur. Hein, en plus, il a eu un tête à queue à Tamburello. Un peu un week-end à oublier pour le jeune Allemand qui va commencer à marquer le pas contre Magnussen. Là, par contre, ça commence à piquer. Il va falloir surveiller, quoi. On va passer à Aston Martin qui enfin marque des points. C'est pas trop tôt, hein, depuis qu'ils nous vendent qu'on va pourrir tout le monde avec un projet exceptionnel.
Ah bah ça y est, il marque des points au bout du 4e Grand Prix. Ah c'est pas trop tôt, hein. Et puis surtout, c'est grâce à Sébastien Vettel qui a assuré avec une voiture qui prend l'eau, hein. Ça tombe bien, il pleuvait, donc ça a bien aidé. Il termine avec un bon résultat. Vettel, je l'ai plus en tête. Oh là, c'est dommage. Attendez, je vais vous lire. Vettel, il termine 8ème. Il termine 8ème. Ah oui, il termine 8ème, c'est ça. Ah bah oui, bah ça s'affiche chez vous, mais moi j'ai pas le prompteur, hein. Donc voilà, une 8ème position pour Vettel et aussi une 10ème place pour un Stroll qui a été discret mais présent. Faudrait qu'il pleuve tout le temps en fait pour que ça résiste à Aston Martin. Enfin tout le temps, ça va être dur. Et on va terminer ce bilan avec Williams qui aurait pu être en feu ce week-end contrairement au frein d'Albon. D'ailleurs Albon il était bien solide dans ce Grand Prix, hein. Il a quand même réussi à maintenir Pierre Gasly et Lewis Hamilton, hein. Bon, dommage qu'il était à la porte des points, hein, mais c'était quand même une très bonne course pour le Thaïlandais, hein. C'est excellent à retenir. Quant à Nicolas Latifi, bon ben voilà, loin de tout et puis surtout pas en confiance du week-end, hein. Ça tranche hein, chez Williams. Voilà pour le bilan des équipes. Je vous propose de passer au classement pilote et constructeurs. Et vous allez voir que ça bouge beaucoup. On y va. Le classement avec le championnat pilote, c'est toujours Charles Leclerc qui le mène avec 86 points devant Max Verstappen qui est remonté deuxième. Il compte 59 points. Sergio Perez est troisième, en compte 54 devant George Russell avec 49 points. Carlos Sainz est tombé à la 5e position avec 38 points. Lando Norris suit derrière avec 35 points. Lewis Hamilton 7e avec 28 points devant Valtteri Bottas qui en compte 24. Esteban Ocon 9e avec 20 points devant Kevin Magnussen qui en compte 15. Ça c'était pour la première partie. En deuxième partie, on retrouve Daniel Ricciardo avec 11 points devant Yuki Tsunoda qui en compte 10. Pierre Gasly avec 6 points devant Sébastien Vettel qui en compte 4. Pardon. Fernando Alonso 2 points qui devance Guan Yu Zhou, Alexander Albon et Lance Stroll qui comptent 1 point chacun. Toujours à 0, on retrouve Mick Schumacher, Nico Hülkenberg et Nicolas Latifi. Et du côté des constructeurs, ça s'est aussi rapproché. Ferrari est toujours leader avec 124 points, mais rattrapé par Red Bull qui en compte 113. Et ouais, ça pique. Mercedes toujours 3ème force avec 77 points, qui devance McLaren avec 46. Alfa Romeo 5ème avec 25 points devant Alpine avec 22 points. C'est Alpha Tauri qui est derrière avec 16 points, avec un point d'avance devant Haas, 15 points. Aston Martin 5 points et Williams se ferme la marche avec le point d'Albon marqué à Melbourne. Voilà pour le Grand Prix d'Emilia-Romagna à Imola. La Formule 1 va quitter l'Europe pour partir en Amérique et revenir après. Le bilan carbone, comme le frein d'Albon, hein, boum. Donc le prochain Grand Prix c'est le week-end du 8 mai, ça sera le Grand Prix de Miami, la première fois que la Formule 1 sera là-bas autour du Hard Rock Stadium. Un Grand Prix que je ne vais pas vous débriefer parce que je ne vais pas le voir tout simplement, hein, voilà. Et on va dire que je profite un petit peu de congé professionnel, voilà. Mais je ne vais pas vous mentir, vu de ce qui se passe là-bas, vu comment on va nous le vendre, ça m'intéresse pas du tout. Enfin bon, en espérant qu'ils nous ont pas ressorti un Sochi à l'américaine. Ouais, en plus avec une marina sans eau, une plage, des places en tribune à 14 000 $ pour les 3 jours. Oui, 14 000 $, 3 jours devant les stands. Eh ouais. Enfin, vous verrez bien de ce que ça donne. En attendant, moi je peux vous souhaiter qu'un bon Grand Prix de Miami, hein. On se retrouvera pour une prochaine vidéo pour le Grand Prix d'Espagne. D'ici là, portez-vous bien, merci à vous, bravo, et à bientôt!